La réponse est clairement oui. Je vais évidemment prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire la biologie nutritionnelle, qui est la grande oubliée. Depuis le début de la crise, il est question que de masques, de confinement, de gestes barrières, de médicaments antiviraux. Pas un journaliste, pas un médecin a été invité, ou alors vraiment en un éclair pour expliquer comment on peut renforcer son système immunitaire dans de telles circonstances, alors que c'est quand même, si vous voulez, la base de l'immunologie, de quoi dispose notre organisme pour se défendre. C'est aussi la base de l'éducation à la santé, ce qu'est censé faire un vrai gouvernement. Quel était l'état physiologique des malades qui sont décédés ou qui ont été gravement touchés? Quel était l'état physiologique de ceux qui sont au contraire très bien sortis? Quels sont les leviers pour agir sur le système immunitaire? Ces leviers sont parfaitement connus, sont parfaitement démontrés, consacrés dans la littérature médicale. C'est la vitamine D, c'est le zinc, c'est le statut antioxydant, le statut d'acide gras. C'est démontré sur le Covid. Les taux de ces micronutriments vont faire la différence. Je renvoie vers mes publications, notamment sur Alternative Santé. Vous verrez, c'est formidable toute la connaissance qu'on a là-dessus et qui est très peu exploitée, en tout cas sous nos latitudes. Vous avez bien entendu le microbiote, dont la composition en telle ou telle famille de bactéries va faire pencher la balance soit vers une bonne immunité ou au contraire vers une inflammation incontrôlée. Vous avez des études qui viennent de sortir qui montrent que les résultats avec antibiotiques plus probiotiques à ultra haute concentration sont beaucoup plus rapides qu'avec des antibiotiques seuls. Personne n'en parle. La politique a complètement supplanté la science. Heureusement, vous avez plein de médecins qui ont soigné et qui continuent à soigner efficacement avec ce genre d'approche et qui sont restés discrets pour ne pas être embêtés. Alors il y a eu une découverte vers mars-avril qui n'est que finalement très peu parvenue aux oreilles du grand public, c'est l'implication des bactéries dans l'évolution du Covid. Pas une implication secondaire, une implication majeure qui est présente en filigrane du début à la fin. Pour avoir travaillé longtemps sur le monde bactérien, qui est absolument fascinant, je ne suis pas surpris du tout en fait. En particulier, les bactéries du genre Prevotella, qui se sont avérées être directement impliquées dans les complications cardio-respiratoires du Covid, et ce d'une manière proportionnelle. En tout cas, il s'agit soit de parasites intracellulaires, soit de bactéries à biofilm, qui sont d'ailleurs la cible de prédilection de la chloroquine, de l'azithromycine. C'est une découverte qui a été faite par des scientifiques non chercheurs, c'est presque ce qu'on appelle de la science participative, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose en situation d'urgence, où vous n'avez pas forcément le temps d'attendre que la lourde machine de la recherche conventionnelle veuille bien se mettre en marche, veuille bien prêter l'oreille à une idée qui n'émane pas d'elle. Alors il se trouve que j'ai été le premier journaliste scientifique en France à relayer l'information. Au début, je ne sais pas sur quoi j'étais tombé. J'ai vu que c'était sérieux, qu'il y avait une hypothèse qui était étayée. Dès le départ, c'est une hypothèse séduisante parce qu'elle permet d'expliquer beaucoup de choses. Alors, je m'attendais à un débat animé, ce qui est toujours bon d'ailleurs pour faire évoluer les choses. Après tout, c'est en temps de crise que la science évolue le plus vite. Et en lieu et place de ça, on a eu droit à une attaque en règle, à une accusation de fake news par les grands médias, au prétexte qu'il n'existe encore aucune publication dans une revue à comité de lecture démontrant le lien bactérie-Covid. Donc en gros, ils étaient en train de nous dire si c'était vrai, ça se saurait. Bah, évidemment, bande d'imbéciles, à ce stade, c'était une hypothèse, on est en brainstorming, on recroise des informations nouvelles avec les données qui sont connues en biologie, et on les recoupe avec intelligence, on voit des modèles tout à fait crédibles se dessiner, après on pourra faire des études dans les règles de l'art, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, il y a eu voilà, fin de printemps, début d'été, vers mai-juin, plusieurs publications dans des journaux scientifiques qui ont confirmé le sérieux de l'hypothèse et l'intérêt de poursuivre les recherches. Mais c'est resté dans la confidence depuis. Quand vous êtes attaqué comme ça, d'une manière aussi soudaine, vous savez que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. On a vraiment l'impression qu'on dérangeait, comme s'il ne fallait pas trouver de solution à cette maladie. Alors en tout cas, ça montre l'importance de comprendre la logique des écosystèmes microbiens, et aussi l'urgence qu'il existe vraiment une recherche médicale qui prenne en compte cette dimension. Ce qui sous-entend évidemment de bien vouloir dépoussiérer la médecine pasteurienne, ce qui va évidemment pas plaire à tous ceux qui ont bâti une fortune dessus.
Donc voilà, après, même pour le traitement du professeur Raoult, on a eu droit à des batailles de statistiques, de maths, on pinaille sur les chiffres, c'est agrémenté d'attaques personnelles. Mais où est passée la connaissance de la biologie, la plausibilité de l'action d'une molécule par la connaissance de son mécanisme, la connaissance de la physiologie humaine? Il y a une telle polarisation du débat, c'est même plus un débat, c'est une guerre de religion. Vous avez une telle peur, une telle crispation des positions que quand vous discutez non seulement avec des gens du grand public, mais aussi avec des professionnels de santé ou d'autres diplômés en sciences, vous vous retrouvez obligé de reprendre le b.a.-ba de la biologie et des sciences de la vie. On va vous demander de démontrer des évidences acquises depuis longtemps. Les fondements même de la médecine sont mis en question sous le coup de l'émotion. Les gens n'ont plus accès à ce moment-là à la connaissance, à la logique. Ce qui est écrit dans les manuels de biologie depuis 30 ans, ça devient considéré comme une nouvelle théorie qui reste à démontrer, ou alors des espèces de références vagues. On ne sait plus ce que c'est qu'un antibiotique, une bactérie, un virus, comment fonctionne le système immunitaire, la définition d'une épidémie, etc. Je pense surtout que nous devrions vraiment prendre au sérieux la corruption de la recherche médicale par l'industrie pharmaceutique. Franchement, si on ne le fait pas maintenant, je me demande quand est-ce qu'on va le faire. Je pense notamment au livre du professeur Peter Gutsch, qui est le cofondateur du réseau Cochrane, qui a été poussé vers la sortie pour avoir dénoncé la corruption. Lisez-le, mais il reste édifiant. Il semble évident que si des décisions majeures de santé publique sont prises à partir de telles manipulations, qui sont de nature mafieuse, hein, il ne faut pas avoir peur des mots, il faudrait peut-être réfléchir avant d'accepter aveuglément que ces gens-là s'occupent de notre santé. Eh bien, les deux, à la fois sous-estimés et surestimés, ce qui est quand même un exploit qui interroge. D'abord, tout semble fait pour ralentir les soins et la protection au moment crucial, au moment où on en a plus besoin. Et puis, une fois qu'on est sorti de la pandémie, vous avez tout un tas de mesures obligatoires, avec une espèce de discours anxiogène, omniprésent, c'est absolument pas confirmé par les chiffres, ni par ce que les médecins observent. D'ailleurs, au sens strict, il n'y a pas eu épidémie. Hein. Évidemment, quand vous dites ça, vous prenez une volée de bois vert, mais à un moment donné, vous savez, il faut sortir de l'émotionnel et aller vérifier les faits. S'enfermer dans l'émotionnel, c'est la voie la plus directe pour vous faire manipuler. Quand vous regardez la mortalité totale, c'est-à-dire toutes causes confondues, si vous regardez les chiffres officiels pour la France, pour la Suisse, si vous comparez le premier semestre 2020 avec celui des années précédentes, vous n'avez pas davantage de morts. Alors, pour une pandémie présentée comme historique, c'est quand même un peu curieux, vous ne trouvez pas? Où se trouve l'hécatombe? Il faut bien qu'elle apparaisse quelque part. Alors la réponse qu'on adore nous faire, c'est « oui, mais c'est grâce au confinement ». La belle affaire. Les pays qui n'ont pas confiné ont des résultats finalement assez proches de ceux qui ont confiné. Si vous regardez les courbes de contamination de l'Espagne et d'Italie, vous voyez que ça continue d'augmenter malgré le confinement, sous une forme d'ailleurs qui est davantage linéaire qu'exponentielle, ce qui va à l'encontre des modèles qu'on a voulu nous faire admettre. En revanche, nous aurons tous les morts économiques, puisque, comme l'explique très bien Idriss Eberkan, des points de PIB en moins, ça se traduit par des morts en plus. Et puis vous avez les pays qui ont choisi de confiner seulement les malades, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Corée, qui ont des taux de mortalité beaucoup plus bas. En France, on aime bien donner des leçons, mais on n'aime pas s'inspirer de ceux qui font mieux que nous. Il y a eu des cas graves, bien sûr, spectaculaires, d'autant qu'ils ont été médiatisés, qui, pour beaucoup, auraient pu être évités si les services hospitaliers n'avaient pas été déstructurés par les politiques depuis des années. Si on avait laissé les médecins soigner comme ils l'entendent, si les médecins libéraux n'avaient pas été écartés, à certains moments, on est quasiment dans du refus de soins organisé. Évidemment que c'est une maladie grave si vous faites exprès de ne pas le soigner correctement, quand vous empêchez le traitement précoce en renvoyant les gens chez eux avec du Doliprane. Vous savez, une bronchite qui s'infecte, si vous ne donnez pas des antibiotiques chez des personnes fragiles, c'est mortel. Le professeur Christian Perron a dit à la télévision qu'on aurait pu éviter 24 000 morts. Il était menacé pour avoir dit ça, mais d'autant que je sache, il n'a jamais été poursuivi, parce qu'ils savent que c'est vrai. Je suis surpris encore aujourd'hui par le silence des 100 000 médecins français qui voient bien qu'il se passe quelque chose de pas normal. Alors on a tous vu ces images
d'hôpitaux saturés avec un personnel débordé. C'est terrible, bien sûr, mais en réalité, il faut savoir que vous avez aussi beaucoup de cliniques privées, mais aussi quelques hôpitaux publics d'ailleurs, qui sont restés quasiment vides pendant toute la période du pic d'épidémie. Vous n'aviez aucun malade du Covid à l'intérieur, mais étant donné que l'activité habituelle avait été suspendue, vous avez certains qui ont dû mettre une partie de leur personnel au chômage partiel. Tout ça, c'est vérifiable auprès des syndicats de soignants. Alors, pourquoi les chaînes de télé n'ont pas été aussi interroger le personnel de ces hôpitaux vides? Quand je pense qu'on a suspendu les traitements de milliers de personnes, reporté aux calendes grecques des consultations de suivi pour des pathologies parfois graves, des opérations chirurgicales qui pouvaient peut-être pas tout attendre. Vous avez eu le plan blanc dans les hôpitaux et toutes les maladies étaient reléguées au second plan, et plus que le Covid. Encore aujourd'hui d'ailleurs, le virus continue d'éclipser la plupart des autres questions de santé. Aujourd'hui, en France, quand vous demandez aux institutions quelle est exactement la virulence du Covid-19, elles se renvoient toutes à balle sans jamais répondre. Je connais plusieurs journalistes qui s'y sont cassés les dents. Alors il y a une confusion, une de plus, entre mort du Covid et mort avec le Covid. En fait, vous avez beaucoup de gens qui sont morts d'autres pathologies, mais qui étaient positifs au test, ou qui ont réellement contracté le Covid, mais qui avaient déjà une pathologie grave. Peut-être que le Covid a précipité les choses, mais est-ce qu'ils sont morts du Covid? Il n'y a pas eu d'autopsie, tous ont été étiquetés Covid. Peut-être que ça sert à faire des chiffres effrayants. Après, des chiffres, on en a tous vu passer beaucoup pendant cette crise, c'est pas terminé malheureusement. Mais qui est en mesure concrètement aujourd'hui de dire combien de personnes sont mortes du Covid? Combien auraient pu ne pas l'être si on avait laissé les médecins faire leur boulot? C'est-à-dire, encore une fois, vous avez d'un côté des morts en trop qui sont faussement étiquetés Covid, et de l'autre des morts qui vous sont cachés. Le jour où les gens vont découvrir l'ampleur de ce qu'on leur a dissimulé, ça ne va pas bien se passer à mon avis. La plupart des épidémies ont une courbe en cloche, le Covid ne fait pas exception. Alors la reprise d'une épidémie virale en plein été, alors que les courbes sont plates, je ne sais pas où vous avez vu un truc pareil. Dans toute l'histoire de la médecine, franchement, trouvez-moi un seul exemple. C'est même pas de la biologie, c'est de la physique de base. Vous savez, les virus, ça se propage plus facilement l'hiver par les aérosols, c'est-à-dire les particules que vous avez en suspension, tout simplement parce que le taux d'humidité qui est suffisamment bas le permet. Et l'été, au contraire, vous avez de l'air chaud, l'humidité augmente, les aérosols s'agglomèrent, ils tombent au sol. Et pourquoi vous voulez porter un masque en plein air dans ces conditions? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça va être cet hiver avec le retour de la grippe, des rhinopharyngites, des simples rhumes qui, vu la psychose actuelle, vont être pris pour des Covid. Parce que si on n'ose déjà plus sortir l'été... Alors Didier Raoult lui-même s'est interrogé. Il disait, ouvrez les guillemets, « Le Covid n'est pas la peste ou le choléra. Que des épidémies de cette nature suscitent des émotions si violentes dans le monde est inquiétant. Cela témoigne d'une fébrilité et d'une fragilité sociale qui font réfléchir. » Fermez les guillemets. Alors, en 1968, on a eu la grippe de Hong Kong, qui s'appelle comme ça parce qu'elle est partie de là-bas. Quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a fait 50 000 morts. Et l'année suivante, en 69, donc elle est arrivée en Europe, en France, on a eu 35 000 morts. Qui s'en souvient? On n'a pas arrêté toute l'économie mondiale à l'époque. Vous imaginez un peu si on répétait tous les jours à la télé le nombre du mort de cancer, de toutes les maladies que nous avons fabriquées par notre mode de vie, les morts par accident, etc., avec la même intensité que ce qu'on fait pour le Covid. Mais plus personne sort de chez lui. Si on nous parlait autant du nombre de victimes de l'industrie du sucre, par exemple, Coca-Cola dépose le bilan avant la fin de l'année, je vous le garantis. Alors, je tiens à préciser que j'ai été un des premiers à se mobiliser pour exiger que des masques soient largement disponibles. J'ai fait une vidéo coup de gueule en mars, au tout début du confinement, qui a beaucoup circulé. Non seulement ces masques ne sont pas arrivés quand on en avait besoin, mais jamais j'aurais imaginé qu'on nous les imposerait dans de telles proportions plusieurs mois après, une fois l'épidémie terminée. Alors, le port du masque avait son utilité en sortie de confinement, avec un allègement progressif du dispositif. Or, là, on a un déconfinement qui s'est fait
avec un port du masque modéré, sans avoir d'ailleurs occasionné de nouvelles flambées. Et puis, soudainement, en plein été, alors que les courbes de mortalité sont au plus bas, c'est le port du masque généralisé. Mais dites-moi, quelle nouveauté scientifique majeure vient justifier cette obligation soudaine? On imagine évidemment que, vu le ton alarmiste qui est employé, qu'à défaut de mortalité, vous avez à nouveau une hausse inquiétante des hospitalisations, voire peut-être des admissions en réanimation. Sauf que les hôpitaux nous disent non, non, pas du tout, c'est très bas. Il n'y en a même plus aucun dans certains départements. Donc on ne peut pas dire que nous ne sommes pas en épidémie si la mortalité et les hospitalisations sont très basses, parce que c'est quand même la définition de l'épidémie, en tout cas les critères. Et du coup, si on n'est pas en épidémie, qu'on n'est d'ailleurs même plus en état d'urgence, peut-on savoir sur quelle base on continue à imposer des mesures d'exception? Alors quels sont ces cas qui augmentent, dont on nous rebat les oreilles dans les médias? On entend parler de cas, nouveaux cas, etc. Qu'est-ce que c'est que ces cas? Est-ce que ce sont au moins de nouveaux malades? Pas vraiment. Pour la plupart, il s'agit de personnes qui sont testées positives au virus. Ça se fait avec des tests PCR qui vont rechercher des fragments d'ADN du virus. La difficulté avec ce genre de test, déjà, ça ne permet pas d'affirmer si le virus est actif. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir différencier les vrais malades de ceux qui n'ont aucun symptôme, ce qui est déjà un petit peu embêtant. C'est absolument pas un marqueur fiable de la circulation du virus. En plus, vous avez un manque de spécificité. Le SARS-CoV-2, par exemple, peut être confondu avec d'autres coronavirus. Il n'y a pas que les masques qui arrivent en retard, les tests aussi. Et évidemment, plus vous allez tester, plus vous allez trouver de gens positifs. Comme le disait très bien le docteur Eric Menat, on n'est pas en face d'une épidémie de cas positifs, mais d'une épidémie de tests. Alors on entretient la confusion, on laisse entendre au public que ces personnes testées positives sont de nouveaux malades, qui vont bientôt venir grossir les rangs des hôpitaux, ce qui continue à ne pas se produire en dépit de toutes les prédictions. Je ne compte pas les fois où j'ai fait remarquer à des gens, y compris des confrères, des consoeurs d'ailleurs, que la pandémie est terminée. En tout cas en France, en Belgique, en Suisse, c'est terminé. Alors j'ai souvent droit, quand je dis ça, une réponse à l'emporte-pièce. Oui, mais le virus circule toujours. Oui, c'est dans la nature des virus de circuler. Ils circulent en permanence. On vit dans un monde qui est microbien avant tout. Il faut bien comprendre ça. Et vous n'avez pas pour autant des épidémies en permanence, heureusement. Il y a vraiment beaucoup de confusion dans les esprits entre les différentes notions, un test positif, malade, hospitalisation, pandémie, circulation du virus. À un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. L'idée qu'un être humain en bonne santé puisse transmettre une maladie à un autre être humain en bonne santé, et qu'en plus on prenne ça comme prétexte pour paralyser une société entière, c'est quand même une première dans l'histoire. Alors on a parlé aussi de l'augmentation du R0, qui est le nombre moyen de cas provoqués par une seule personne infectée. C'est un indice qui devient très difficile à calculer, qui n'a plus de sens d'ailleurs quand les chiffres sont aussi bas qu'ils le sont actuellement, sauf évidemment si vous vous amusez à extrapoler en faisant des modélisations mathématiques, si vous voulez faire peur aux gens, ça marche bien. Ce qui est sidérant avec cette obligation du port du masque, c'est que personne ne s'est véritablement posé la question de savoir quelle est la condition pour que l'obligation soit levée. Ça ne peut pas être la sortie de phase épidémique puisque c'est déjà fait. Alors si on écoute certains politiques, ce serait la fin de la circulation du virus. Sauf qu'un virus, même saisonnier, ça circule toute l'année. Vous savez, même la grippe, vous en trouvez l'été. Vous pouvez refaire une campagne de tests dans 5 ans, vous trouverez toujours des gens positifs. C'est la même chose pour la grippe, pour d'autres coronavirus. Un virus, ça ne disparaît jamais complètement. Encore une fois, il faut comprendre comment ça marche. Moins on comprend, plus on a peur, et plus on a peur, plus on interdit. Les masques protègent contre les projections de mucosité chez des personnes qui sont contaminées, d'où leur intérêt d'ailleurs en période épidémique, que, je le rappelle, nous avons quitté. Mais ils ne vont pas filtrer le virus. Les fabricants eux-mêmes le stipulent. Je ne parle même pas des masques improvisés en tissu, dont l'utilisation est plus symbolique qu'autre chose. Mais par conséquent, nous n'avons pas à l'imposer. Le port généralisé des masques pour des personnes saines, tout comme le confinement des personnes non malades d'ailleurs, a des fondements scientifiques très faibles. Les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark ont décidé de ne pas imposer le port du masque, en jugeant que, ma foi, l'efficacité n'était pas prouvée.
Est-ce que ces populations ont été menacées? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui menacées? Non, pas du tout. Ce sont les mêmes politiciens qui nous expliquaient il y a encore quelques mois que les masques étaient inutiles. Alors certains disent que c'est parce qu'on n'en avait pas, bon, peut-être, mais dans un premier temps peut-être, mais il faut se souvenir aussi des refus répétés de l'administration face à de nombreuses entreprises qui se sont proposées d'en produire rapidement, des quantités importantes, elles en étaient tout à fait capables, et ça a été refusé. Aujourd'hui, que le risque est devenu vraiment mineur, le masque tout d'un coup est devenu incontournable. Encore une fois, quelle nouveauté scientifique majeure ai-je manqué concernant l'efficacité des masques face au virus en général? On nous a dit que le déconfinement trop rapide allait provoquer une reprise. Ça ne s'est pas produit. On nous a dit que c'était irresponsable d'avoir maintenu la fête de la musique, qu'il y aurait une reprise dramatique. Ça ne s'est pas produit. Au début du mois d'août, il y a eu une importante manifestation en Allemagne contre les mesures gouvernementales face à la crise. Vous avez eu dans la rue plusieurs dizaines de milliers de personnes, la plupart non masquées, et en toute logique, il y aurait dû avoir un cluster monstrueux après ça. Et finalement, non. Donc je ne sais pas à quel moment, je me demande vraiment à quel moment les gens vont prendre conscience du décalage énorme qu'il y a entre d'un côté ce qu'on leur dit et puis ce qui se passe réellement. Je crois que ça commence à venir. En revanche, si on réfléchit un peu, le port du masque généralisé, la distanciation sociale exagérée sont les meilleurs moyens d'obtenir une seconde vague, parce que l'immunité de groupe va être insuffisante. En fait, si vous voulez vraiment une immunité de groupe, le virus, il faut le laisser circuler dans la population, vous n'avez pas le choix. Alors aujourd'hui, on nous dit que la moitié de la population a été infectée, on constate en même temps une mortalité qui est extrêmement basse. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on s'immunise. Pourquoi vous voulez empêcher ça? Chercher à bloquer le virus à tout prix, ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est impossible, à moins je sais pas, de vivre sur une île isolée. Bien sûr qu'il faut continuer à protéger les personnes les plus fragiles, bien sûr qu'il faut blinder le système immunitaire de chaque individu, ce dont on ne parle jamais, les micronutriments indispensables, ce qui est encore une fois parfaitement étudié, validé et surtout très facile à faire. Et puis, les gens qui arrivent à l'aéroport d'un autre pays ne sont pas systématiquement testés, donc on fait entrer du coronavirus sur le territoire. Et dans le même temps, on oblige des gens à porter un masque dans les restaurants pour faire quelques mètres depuis l'entrée jusqu'à leur table. Et une fois qu'ils sont à table, là c'est fini, il n'y a plus de virus, c'est magique. Donc on laisse planer un danger mal défini, invisible, qui pourrait surgir de partout à tout instant. C'est tellement caricatural, on dirait une histoire pour faire peur aux enfants, pour qu'ils restent sages, je ne sais pas. Franchement, il n'y a plus rien de scientifique ni de rationnel dans tout ça. C'est plus de la science, c'est de la politique agressive, c'est de l'idéologie. Vous ne pouvez pas discuter avec des idéologues, vous ne pouvez pas discuter scientifiquement avec des idéologues. Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de laisser les clés de ma santé à des idéologues. Écoutez, je ne sais pas, je préfère toujours laisser les gens repartir avec de bonnes questions plutôt qu'avec de mauvaises réponses. L'intelligence de chacun fera le reste ensuite. En tout cas, ce qui me semble évident, c'est que cette crise aura au moins révélé au grand jour que nous ne sommes pas en démocratie. Je sais qu'on trouve toujours pire ailleurs, mais ce n'est pas une excuse. Nous n'avons strictement aucun contrôle sur les décisions majeures, y compris celles qui font grief sur notre santé immédiate, ce qu'aucun peuple sain ne saurait accepter. Alors il ne s'agit pas de ne pas revoter pour les mêmes aux prochaines élections, mais de se rendre compte que si, en plein milieu d'une crise majeure, nous avons des dirigeants qui foncent délibérément dans le mur, nous n'avons aucun levier de sécurité pour les en empêcher. Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais on ne peut pas appeler ça une démocratie. En fait, nous avons des dirigeants qui semblent écouter exclusivement des lobbies, des groupes de pression, souvent inconnus du public, et sur lesquels nous n'avons aucune prise en fait. Ce qui montre que les États sont aujourd'hui quasiment devenus des entités privatisées, ce qui est évidemment gravissime, puisque nous n'avons aucun moyen réel de vérifier s'ils servent bien l'intérêt général. En tout cas, il aura fallu une crise comme celle-là pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Alors attention, la pandémie est bien réelle, c'est la lecture qui nous en est donnée qui est fausse. Seulement, vous avez une dilution de l'information, vous avez une saturation de l'esprit qui vont créer une espèce de brouillard mental collectif qui empêche de comprendre réellement ce qui se passe et de réagir de manière adaptée. Alors moi, je suis formé à la psychologie cognitive, avec quand même un peu de bouteille. Quand vous avez étudié la psychologie des masses et que vous
vous prenez un petit peu de recul sur les événements depuis le début de l'année, vous dites qu'il y a quand même des choses qui interpellent. Par exemple, le fait d'hyper-communiquer en disant tout et son contraire, en donnant à la population des informations, des instructions qui se contredisent. Je ne pense pas que ce soit le simple fruit d'un manque de coordination, d'organisation, comme certains le disent. En fait, ça crée pour le cerveau une saturation qui va occuper votre intelligence consciente pendant qu'on fait passer en filigrane le véritable message. Ça permet de plonger à ce moment-là l'individu dans une position de non-réaction totale, voire de paralysie. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de résistance. C'est une technique d'hypnose qui est bien connue par tous les thérapeutes qui la pratiquent, mais qui fonctionne aussi sur des populations entières. Sauf que là, les gens ne sont pas au courant qu'on est en train de jouer avec leur esprit, ils ne sont pas consentants, ils ne savent pas ce qu'on essaye de faire avec leur esprit. Après, je ne sais pas ce qu'il y a réellement derrière ça, en tout cas, ça sort du cadre de cette vidéo. Moi, je m'intéresse à la science, pas à la politique, mais quand la science devient politique et que nos libertés se retrouvent sur la sellette, qu'on s'attaque à notre démocratie, aux liens entre les gens, en se cachant derrière des justifications scientifiques qui n'en sont pas, en tant que citoyen, je ne peux pas rester sans réagir.